Merci beaucoup à tous nos intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et effectivement, nous allons trouver la continuité de votre intervention, très intéressante. Je vais avant tout présenter les intervenants qui viennent de nous rejoindre. Voilà, vous êtes déjà présentés, donc je me permets d'introduire le professeur Barrière, qui est chef du pôle femmes, enfants, ados à Nantes. Valérie Donal, qui est directrice de l'Institut de recherche, directrice adjointe de l'Institut de recherche technologique à Nantes, et vous êtes détachée d'Airbus. C'est la casquette qui va nous intéresser et on viendra vous questionner sur cette expérience au sein d'un grand groupe qui a vécu une profonde mutation. Et Sylvie Dieterlen, qui est directrice de 3 structures. J'insiste sur les 3 structures pour présenter la diversité des champs d'activité, donc aussi bien MCO, SSR, donc à l'hôpital de la Corniche-Angevine, membre du GHT de Maine-et-Loire. Et vous avez aussi 430 lits d'EHPAD et le tout réparti sur 6 sites différents. Voilà. Donc nous avons plusieurs regards et donc l'objectif de cette table ronde va être de croiser les regards autour de la thématique des parcours professionnels, fatalité ou opportunité. Donc 1 an après l'élaboration des conventions constitutives des GHT, quelques mois après la formalisation des projets médicaux partagés et des projets de soins partagés, nous réfléchissons tous à de nouvelles formes de coopération à développer au sein de nos GHT, qui peuvent être soit la poursuite de partenariats qui existaient déjà, ou penser à de nouveaux dispositifs plus intégrés. Donc, lors de cette table ronde, nous allons plus particulièrement interroger les conséquences de ces nouvelles formes de coopération et ce qu'elles peuvent entraîner sur les professionnels eux-mêmes. Donc, en termes de pratique, vous l'avez évoqué avec l'expérience de l'équipe d'urgence du GHT de la Vienne, mais aussi en termes de parcours professionnel. Donc, l'expérience que vous avez présentée est intéressante en ce qu'elle préexistait au GHT et que vous avez maintenant suffisamment de recul pour en tirer quelques analyses et nous livrer vos premières interprétations. Mais c'est la vision d'un CHU. Donc, il était aussi intéressant d'avoir d'autres regards. Donc la présence de Sylvie Dieterlen va pouvoir aussi valoriser le regard d'établissement de proximité. Professeur Barrière, vous m'avez évoqué une approche peut-être plus sociologique de l'impact sur les parcours professionnels. Et nous avons un regard extérieur, donc avec Madame Donal et votre expérience au sein d'Airbus. Donc, lors des échanges pour préparer cette table ronde, la problématique qui ressortait était d'abord, comment concilier les intérêts individuels et les intérêts généraux des groupements? Et pour aller un petit peu plus loin, où place-t-on et faut-il placer un curseur entre fatalité et opportunité pour les professionnels? Et avant de poser la première question, je précise que nous avons fait le choix, peut-être certains le regretteront, mais de ne parler que des parcours professionnels des soignants et nous n'évoquerons pas le sujet des postes de direction. Voilà, je préférais le préciser. Donc je vais d'abord, dans la continuité de votre présentation, m'adresser à Isabelle Dichamp et au docteur Lardeur pour vous demander tout simplement quels sont les facteurs de réussite d'un projet d'équipe commune territoriale. Quels seraient les points de vigilance que vous auriez pu observer? Alors vous avez évoqué les différents points, des matériels, des équipements communs, de l'harmonisation des protocoles, mais je voudrais vous entendre sur plutôt des questions de posture et de philosophie dans la manière de mener un tel projet. Je dirais, dans la continuité de notre présentation, qu'en tout cas, un des points forts de notre projet de coopération au niveau des urgences sur le territoire de la Vienne, c'est qu'on s'est donné du temps.
et qu'effectivement nos médecins, nos urgentistes n'ont pas attendu de mettre en place les groupements hospitaliers de territoire pour déjà commencer à coopérer sur certains sites de notre département, notamment Montmorillon. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, ça a commencé en 2011 avec une FMIH urgence, où effectivement, de par la position isolée à l'époque de l'hôpital de Montmorillon, pour 40 000 habitants, ils avaient vraiment des difficultés de recrutement de praticiens et aussi de transfert de patients. Donc dès le départ, nos praticiens au niveau de Poitiers ont été partants pour aller les aider, en étant aussi dans une stratégie de gagnant-gagnant et vraiment d'apport et de soutien mutuel. Et comme tout projet de coopération et de projet commun, il a fallu aussi que les médecins apprennent aussi à se connaître, à travailler ensemble. Et ça prend du temps. Ça s'est conforté avec les années et ça s'est développé sur les autres sites d'urgence du territoire, notamment Châtellerault et Loudun, où là aussi il y avait effectivement de gros problèmes de recrutement de médecins et un fort recours à l'intérim et donc une qualité de prise en charge pour le patient qui n'était sûrement pas optimale. Et là aussi, nos médecins ont répondu présent pour accepter d'avoir vraiment un profil de praticien territorial, de continuer à s'impliquer et de poursuivre la dynamique qui avait été initiée en 2011 à Montmorillon. Je vais peut-être... Ouais. Une chose aussi, nous, que je trouve qui est importante pour la réussite, c'est aussi, initialement, on a basé un peu sur le volontariat. Alors, c'est-à-dire que au niveau médical, pour les vieux médecins ou ceux qui étaient déjà installés, il n'était pas question forcément d'aller, qu'on leur impose d'aller sur ces petits sites. Mais pour les jeunes qui arrivent, en fait, on a récupéré un certain nombre de postes de PH ou autres et on a en effet mis des gens dessus et on les a envoyés à un certain pourcentage, puisque en fait, pour les jeunes qui arrivent, on fait entre 70% au CHU, 30% sur ces petits sites. Donc ça permet, quand on a 5 praticiens, de pouvoir assurer la continuité sans qu'ils aient l'impression que ça soit éventuellement punitif ou que, en tout cas, ils aient aussi qu'ils soient incorporés en fait dans une équipe. Parce que c'est ça la difficulté aussi. L'isolement fait que, ou le fait d'aller dans des petits sites, on a l'impression d'être vraiment seul et isolé. Donc pour faire un petit jeu de mots, donc, dans votre cas, on peut vraiment parler de mutualisation renforcée et non de mutualisation forcée. Donc vous insistez sur le volontariat et l'adhésion des professionnels dans ce type de dispositif. Alors cette question de l'attractivité, et notamment médicale, on se la pose tous, et là je me tourne vers Sylvie Dieterlen, qui a une problématique d'attractivité médicale, mais un petit peu particulière. Donc lors des échanges, vous avez souligné la spécificité des modes de fonctionnement des hôpitaux de proximité qui travaillent beaucoup avec les médecins libéraux, mais que la dimension très hospitalière des GHT ne permet pas suffisamment de prendre en compte. Et on a pu entendre ce matin que dans les pistes de travail des GHT, il faut justement aller au-delà des seuls professionnels hospitaliers. Alors que pouvez-vous nous dire justement de cette problématique que vous vivez au quotidien vis-à-vis des professionnels non hospitaliers qui interviennent dans vos établissements ? Oui, merci Nathalie. Pour les hôpitaux de proximité, le niveau dispositif de GHT, c'est, disons, non heurté, mais en tout cas a été concomitant avec une réforme qui a donné de nouvelles missions effectivement aux hôpitaux de proximité, les positionnant sur les territoires comme des acteurs premiers en appui au premier recours, donc aux médecins libéraux. Donc en fait, nos missions sont, par ce décret, très axées comme un pôle ressources
qui tend aussi à pouvoir venir en appui à la problématique des déserts médicaux. Et ça va jusque dans la modélisation financière, puisqu'on a une bonification dans le contexte où on travaille essentiellement avec des médecins libéraux. Ce qui est le cas à l'hôpital de la Corniche-Angevine, qui travaille depuis toujours avec 8 à 9 médecins autorisés qui exercent en libéral par ailleurs. Donc on était déjà pleinement dans ce modèle, donc on était contents. Et effectivement, ça fonctionne particulièrement bien sans qu'on ait développé particulièrement un projet de territoire dans ce cadre-là non plus. Ça reste un exercice mixte pour les praticiens libéraux. Alors, dans le cadre des GHT, c'est vrai qu'on est sur aujourd'hui une dimension où le projet médical partagé n'intègre pas du tout l'aspect extra-hospitalier. Donc, on est un petit peu sur cette difficulté et sur une communication qui reste complexe auprès de ces professionnels qui sont notre unique ressource médicale. Donc on est sur la question de la communication, de la compréhension de l'intérêt des GHT sur le territoire. Alors on n'est pas comme les collègues de Poitiers, on n'a pas le recul puisque ça vient de démarrer, donc des actions concrètes, il n'y en a pas beaucoup. On vient de réaliser une enquête auprès de tous les médecins libéraux du territoire dans le cadre justement de nos missions pour voir comment ils voyaient l'hôpital sur leur territoire, un certain nombre de questions, mais aussi s'ils connaissaient les GHT. Donc sur 54 questionnaires envoyés, on a eu moins de 10 médecins qui avaient entendu parler du dispositif. Donc on voit bien qu'on est pour le moment encore très entre nous à l'hôpital. Donc ça, c'est pour la ressource médicale la première interrogation. Sinon, les projets vraiment du GHT, que ce soit sur des projets de consultation avancée dans les hôpitaux de proximité, télémédecine, téléexpertise, ne peuvent que venir en appui de toute façon au premier recours. Donc de fait, il y a des orientations qui sont intéressantes pour les médecins et qu'on pourra valoriser si elles se réalisent et si on arrive effectivement à travailler sur un projet intéressant qui se décline aussi sur les territoires avec à ce moment-là la ressource médicale partagée au sein de l'hôpital, enfin des hôpitaux du GHT. Alors j'ai oublié de préciser en introduction que nous vous laissons la possibilité d'intervenir et de poser des questions au fil des sujets que nous évoquons. Enfin, je pense que c'est bien de pouvoir interagir au fil de la table ronde. Donc n'hésitez pas à lever la main. On essaiera de deviner les mains qui se lèvent. Une main se lève. Oui, Éric Bord, vice-président de la CME à Nantes. Une question sur le début de la démarche et le niveau d'acceptabilité des professionnels et des équipes constituées des urgences à la participation à cette équipe territoriale. Ce que vous nous présentez, c'est le travail fini. Ça n'a pas dû être très très simple à la phase initiale. Il y a dû y avoir des postures de blocage, il y en a peut-être encore un peu. Comment vous avez fait pour lever ces blocages éventuels, s'il y en a eu voilà. Alors, en fait, on a vraiment misé sur le volontariat. Enfin, voilà, on n'a pas du tout changé. Pour les jeunes qui arrivaient, il était sur le contrat dès le départ, il était fixé qu'ils allaient faire une activité partagée. Ça, c'était clair. Pour ceux qui étaient déjà là depuis un petit moment, il n'était absolument pas question de leur changer leur activité. Et voilà, ça s'est fait progressivement. Donc d'une part au début avec Montmorillon, avec 2 sites. Et puis ensuite, on l'a fait là sur les 4 sites depuis vraiment janvier 2017. Tout le monde, on va dire, tout le monde arrive à y retrouver son compte. Et puis, en fait, même certains
du coup, ont vu qu'ils avaient la possibilité de faire autre chose et d'aller dans d'autres sites, c'est-à-dire par exemple de faire de la régulation. Et donc voilà, petit à petit, ceux qui étaient réticents, en leur montrant qu'il y avait aussi de l'intérêt, qu'on pouvait, voilà, on s'inscrivait dans une équipe où on retravaillait sur un certain nombre de choses, où il y avait des staffs, des choses comme ça. Alors qu'ils n'avaient pas ça dans leur centre, c'est plutôt bien accepté. Et puis pour ceux du CHU, en fait, on va y faire, on fait, je vous dis 30%, ça fait 2 journées, 2 gardes de 24 heures par mois, donc c'est un niveau, on va dire, acceptable. Oui, une autre question. Le micro arrive. Merci, bonjour Jean-Michel Tauby. Alors, c'est plus un témoignage qu'autre chose, puisque je suis montmorillonnais d'origine. Mon père était médecin généraliste à Montmorillon et ma maman y habite toujours. Voilà, donc je témoigne du côté efficient de ce que vous avez fait, puisque la population est contente, et que finalement, si on n'avait pas fait ça, l'hôpital de Montmorillon était fermé. Moi, je l'ai connu. Mon père avait tenait la maternité à l'époque. Enfin, tout ça, ces choses-là se sont délitées. Et aujourd'hui, ça fonctionne et la population est rassurée. Voilà. C'était juste un témoignage et une opportunité, puisque j'ai même fait mes études de médecine à Poitiers. Merci du témoignage Poitevin. On est tous très intéressés par le modèle que vous avez réussi à développer dans le beau triangle Aquitaine, Centre, Val-de-Loire et Pays de la Loire, puisque vous n'êtes pas très loin et de Chinon et de Saumur. Mais ce n'est pas ça ma question. La question est de savoir comment vous avez financé votre centre de soins non programmés, puisque forcément vous avez perdu le financement qui était associé à l'activité d'urgence. Et donc comment le modèle s'équilibre-t-il ? Voilà, la bonne question. Je n'ai pas de réponse. C'est clair que c'est l'inconnu. Après, on n'avait pas le choix. Hein. C'était soit on fermait brutalement cet été les urgences parce qu'on n'avait personne à y mettre, soit on assure une garde avec l'AMIG SAMU. Et puis voilà, mais c'est sûr qu'on ne sera pas gagnant et l'hôpital ne sera pas gagnant. Mais bon, c'est peut-être aussi l'intérêt justement des GHT, c'est que les autres centres peuvent donner un coup de main et aider en tout cas à pérenniser ces activités-là qui sont nécessaires, quoi. Mais c'est sûr qu'on va être perdant. Alors je reviens sur un mot que vous avez employé plusieurs fois, Dr Lardeur, qui est le volontariat, qui constitue une des bases méthodologiques ou une des clés de réussite de votre dispositif. Et je me tourne vers le professeur Barrière parce que vous avez exprimé l'attention que vous portez sur une approche sociologique et même au-delà sur ces nouvelles formes de coopération questionnent notre appréhension du travail, le rapport que nous avons au travail et rejoint la problématique qui est notre fil rouge, qui est comment concilier les intérêts personnels et les intérêts ou l'intérêt général des groupements. Merci. Donc, je ne suis pas sociologue. Je suis peut-être vieux, alors c'est peut-être plus ça qui me permet cette analyse. C'est-à-dire que, clairement, les doyens pourraient le dire, la relation au travail du praticien s'est modifiée. Je pense qu'il faut effectivement ne jamais oublier ça dans tous ces dispositifs. La passion pour le métier, elle est probablement encore présente, mais la passion pour la vie privée devient de plus en plus prégnante. Et donc, c'est comment on peut durablement faire coopérer, j'ai apprécié le mot entente, c'est-à-dire ces praticiens dans plusieurs établissements vont affronter des cultures différentes, des équipes différentes, des façons de travailler différentes, et ce qui va les interroger par rapport à eux, le regard qu'ils souhaitent avoir sur leur projet professionnel. Donc je crois qu'il y a, au-delà du volontariat, il y a la mise en accord
d'impératifs privés au-delà des impératifs professionnels. Je pense effectivement, pour avoir formé un certain nombre de jeunes qui sont plus jeunes maintenant et être confrontés aux générations aujourd'hui d'internes, de jeunes assistants, de jeunes chefs de clinique, ça ne se manage pas tout à fait de la même manière. Et réellement, ça va à un moment donné interroger effectivement toutes ces distributions de travail. Donc, dans ce respect-là, la question que je pose est plus la capacité de pérenniser des gens dans ce type de fonction. C'est-à-dire l'interne qui n'a pas de clinica à qui on propose un poste partagé, il se dit ben, voilà mon poste internat, voilà potentiellement ma validation de secteur 2 par un poste d'assistant spécialiste, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? C'est-à-dire après aller chercher des postes de praticiens hospitaliers, enfin, parmi les praticiens hospitaliers de CHU, voilà. Au bout de combien de temps ils se lasseront des kilomètres? Au bout de combien de temps ils se lasseront des gardes à distance de chez eux? Comment dans les circulaires européennes, leur pot de garde, enfin, qu'est-ce qui restera de fil de leur vie? Et je crois que les générations qui viennent voudront trouver un sens à leur travail. Alors, oui, on aime ce qu'on fait. Oui, on ne l'a pas fait probablement tous par hasard. Mais dans la hiérarchie de valeurs, les contraintes de travailler sur plusieurs endroits probablement monteront avec l'âge du sujet, avec son niveau de qualification. Un des points, c'est peut-être un peu tôt pour en parler parce que tout ça est récent, un des points qui posera peut-être problème, dans certaines disciplines, et là aussi il y a les champs disciplinaires, et vous avez évoqué mes fonctions, donc le pédiatre n'est pas le gynécologue, hein, pas tout à fait, ils le savent, et les enjeux professionnels ne sont pas les mêmes, mais dans les disciplines concurrentielles, où les jeunes praticiens auront à un moment envie d'un secteur libéral, comment ils vont gérer un secteur libéral sur plusieurs établissements et comment l'établissement Princeps, le 70%, à un moment donné, ils seront un peu à l'étroit dans tout ça. Et donc, ils voudront se réinternaliser parce qu'ils auront développé leur réseau de correspondants et les journées ailleurs deviendront peut-être de plus en plus lourdes. Enfin, voilà un petit peu ce que je voulais soumettre comme questionnement parce que dans l'immédiat, on trouve. Et on va trouver. Il y a des sorties d'internes, il y a, voilà, les postes de clinica sont complexes à obtenir en CHU, mais comment ça va marcher dans 5 ans, quand ils auront 5 ans de plus, comment ça va marcher dans 10 ans, comment les jeunes femmes qui auront des enfants poseront leur famille, ou comment, qu'est-ce qui se passera quand le petit aura la gastro-entérite, etc. Enfin, des choses très terre-à-terre, mais sur la durabilité, je suis interrogé. Sur ces questions, je me tourne encore vers le docteur Larder et Isabelle Dichand. Voilà, votre regard après quelques années de fonctionnement sur la manière dont vous avez géré justement ces questions très concrètes de pouvoir concilier les impératifs professionnels, la permanence des soins, la couverture d'un territoire élargi et le fait d'avoir des professionnels qui souhaitent aussi préserver leur vie personnelle. Donc, en complément, ce que l'on peut ajouter, c'est que ce qui est vraiment très important, et ça on l'a dit, c'est que tout s'est fait sur la base du volontariat. Ça s'est construit aussi progressivement. Et effectivement, concilier vie personnelle, vie professionnelle, ça prend de plus en plus d'importance actuellement, surtout quand il faut manager les jeunes générations. Mais ce que l'on peut dire, et ça le docteur Larder aussi complétera, c'est que pour attirer de jeunes praticiens, l'équipe qui était déjà en place à Poitiers était une équipe de taille moyenne, ce qui fait que quelque part, le jeune praticien n'était pas abandonné tout seul sur son site, isolé. Il était toujours aussi avec un senior. Et en termes de permanence des soins ou de garde, comme le disait monsieur le docteur Larder, c'est 1 à 2 gardes par mois. Donc c'était
largement, et ça l'est toujours, hein, je pense, conciliable avec une vie privée. D'ailleurs, effectivement, ça fait plus de 5 ans que c'est mis en place et on n'a pas eu, en tout cas, sur ce point-là, de retour négatif. Un autre point, on a aussi été vigilant, c'est sur la répartition de l'activité qui est par praticien sur 2 sites seulement. Donc pas sur 3 sites, un praticien ne va pas tourner Poitiers, Montmorillon, Châtellerault ou Poitiers, Montmorillon, Loudun, voire Châtellerault. Donc ça permet aussi un certain équilibre dans les distances pour pas que les médecins aient à se lasser. Et pour le côté enseignement, avec les internes, Dr Lardeur, quand on rédigeait les premiers projets pédagogiques pour rendre la filière attrayante, le premier point qui était mis en avant, c'est que cette expérience, ça permet de balayer toutes les facettes du métier d'urgentiste. C'est-à-dire voir un peu tous les cas de figure, que ce soit dans un centre, dans un CHU où l'activité sera sûrement plus soutenue, que dans un centre de proximité, mais là aussi avec une activité variée et enrichissante. Vous avez dit un certain nombre de choses. Alors après, en effet, dans 5 ans, je ne sais pas ce que feront les gens. Après, bon, évidemment, aux urgences, on doit faire des gardes. Donc c'est pas forcément non plus inintéressant d'avoir dans son temps de travail, on va dire, des gardes un peu plus tranquilles et un peu plus cool. Voilà. Après, l'idée aussi, c'est en effet pour les jeunes, c'est qu'ils ne se sentent pas isolés et on les envoie pas dès le premier jour tout seuls sur Loudun. On a une démarche sur 2 mois où on les coach et au bout de 2 mois, ils vont aller tranquillement sur Loudun, ils vont être seuls, ils vont pouvoir avoir de l'aide. Donc voilà, c'est essayer de les accompagner comme on essaie d'accompagner au niveau médical souvent les jeunes, quoi. Pour rebondir, mais c'est quand même probablement plus facile dans une discipline, là aussi, ne le prenez pas de façon péjorative, en travail posté. Et, voilà. Et après, c'est comment on gère une patientèle qui peut être une patientèle de choix dans d'autres disciplines. C'est-à-dire comment on se crée son réseau, comment on se... Et les modèles doivent être un peu différents pour ça. Alors, il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour, Sandrine Delage, CHU de Nantes et Centre hospitalier Erdre-et-Loire. J'ai une question sur le management que vous avez cité comme une des conditions de réussite. Comment, au long cours, vous avez structuré la coordination entre les établissements pour la gestion des ressources humaines, les recrutements, les questions logistiques, pratiques? Vous avez un comité de suivi pluridisciplinaire. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Alors en termes de management, de gouvernance, la filière urgence, c'est une de nos 20 filières. Et très concrètement, on la décline au travers d'une convention de structuration de filière entre nos 2 établissements. Et à ce titre, en tout cas au minimum une fois par an, est mis en place un comité de pilotage ou de suivi, comité pendant lequel effectivement sont abordées toutes les questions d'ordre stratégique quant à la pérennité de la filière, à son devenir, ce qu'il faut changer, les questions de recrutement. Mais bon, un comité, un COPIL annuel, ça ne suffit pas. Dans le management au quotidien, plus opérationnel sur cette filière. Donc effectivement, on peut se poser aussi à terme la question de la création d'un pôle interétablissement avec un trio de pôles dédié à cette filière. En tout cas, pour l'instant, le choix a été fait de ne pas mettre en place ce pôle interétablissement. Donc on reste par contre centré sur un pôle urgence au niveau du CHU de Poitiers. Mais ça, le docteur Lardeur complétera aussi. C'est très important au niveau managérial que le meneur médical au niveau de l'équipe territoriale des urgentistes montre l'exemple et aussi s'implique dans le suivi quotidien et la vie de cette filière, c'est-à-dire prendre ses gardes, faire son activité sur plusieurs sites et
être quelque part aussi la cheville ouvrière pour le bon fonctionnement de cette filière au quotidien, repérer les dysfonctionnements, nous les faire remonter au niveau de la direction et après à un autre niveau plus stratégique, là c'est au niveau du comité stratégique du GHT et du collège médical, sont abordées les autres questions. Alors, juste, en effet, pour tout ce qui est personnel médical, c'est compliqué et chacun essaie à la fin de l'année, ou en tout cas, on essaie de voir les codes-parts de chacun, savoir si on n'a pas, en effet, donc c'est un casse-tête. Après, on a mis en place un planning unique qui est visible de tout le monde, hein, d'aussi bien les médecins que de l'administration, qui nous aide à faire le planning et à pouvoir respecter quand même les pourcentages et que personne ne soit lésé. Oui, docteur Lafay. Question que ça toujours pour le docteur Lardeur et madame Dichand. Vous n'avez pas eu envie de mettre en place un pôle interétablissement ou une fédération médicale interhospitalière? Parce que là, vous avez un système de convention, mais entre 2 établissements. Donc du coup, il y a 3 conventions. Et est-ce que, puisque ça ne concerne que l'équipe médicale, est-ce que la fédération n'aurait pas été un système adapté? Alors, la FMIH, en l'occurrence, était avant le GHT. Maintenant, avec la création du GHT et l'élaboration du projet médical partagé, en tout cas, nous, on a fait le choix d'avoir 2 documents, vraiment notre pierre angulaire qui est notre projet médical partagé, mais qui se traduit au travers d'une convention constitutive de filière. C'est à peu près pareil qu'une FMIH, mais en tout cas, nous avons fait ce choix-là. Et en plus, dans notre convention constitutive, nous y abordons quelques problématiques soignantes ou des actions aussi d'harmonisation de pratiques et de formation commune. Merci. Patrick Giraud, Pôle Santé Sarthe-et-Loire. Est-ce que cette organisation médicale, territoriale, un petit peu, a déjà eu des effets sur une réduction des dépenses d'intérim médicales? Des dépenses d'intérim médical. Vous en avez parlé dans votre présentation, et ça peut être un objectif auquel on souscrit, tout le monde souscrit. Alors, oui, sur un site sur Châtellerault. Sur Châtellerault, on a supprimé l'intérim qui était à peu près, qui équivalait à peu près à un ETP, hein, par le fait en effet que des gens de Poitiers viennent assurer les gardes. Donc ça a été plutôt bénéfique. Après, sur Loudun, on a pu supprimer une ligne, donc du coup, qui était pourvue essentiellement par de l'intérim. Donc là, par contre, on a encore de l'intérim, malheureusement, puisque pour le GHT, il nous faudrait 61 ETP, et là, on doit être à peu près à 55, il nous manque du monde encore. Alors, je vais aborder maintenant un autre point de cette table ronde qui est la question identitaire. Dans les échanges, il a été question d'identité institutionnelle, d'identité territoriale. On sent qu'on est encore un petit peu en quête de cette notion identitaire. Et donc, Madame Donald, c'est maintenant que je me tourne vers vous. Donc dans votre carrière professionnelle, vous avez travaillé dans un grand groupe comme Airbus, qui a vécu des mutations internes profondes. Le groupe a en effet intégré la quasi-totalité des constructeurs aéronautiques européens dans le cadre d'un projet qui visait à faire émerger un leader mondial du secteur aéronautique spatial civil et militaire. Voilà, à l'échelle des GHT, ça donne le vertige quand on fait la comparaison. Donc pour revenir à Airbus, au-delà du projet industriel, c'est un véritable défi que s'est lancé le groupe en cherchant à bâtir une structure de taille européenne. Alors que pourriez-vous nous dire des enjeux identitaires d'un tel projet qui mettent autour d'une même table des pays, des cultures, des langues, des méthodes de travail, des grilles salariales très différentes,
Et voilà, comment est-ce que vous, de l'intérieur, vous avez vécu, observé cette mutation qui a conduit à faire d'Airbus ce qu'il est aujourd'hui? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça date donc de la fin des années 90, donc il y a un recul d'à peu près un peu moins de 20 ans. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la notion de temps. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est indispensable, on a besoin de temps. Quand on a commencé à travailler sur cette réorganisation, on savait qu'on aurait besoin sûrement d'une génération, parce que chacun a sa culture, ancrée depuis très longtemps, des façons de fonctionner qui sont très divergentes. On avait la barrière de la langue aussi, mais finalement la langue c'était moins que la culture. Pour vous donner un exemple tout simple, en Allemagne, les gens discutent des choses avant, les décident, une fois que c'est décidé, tout le monde va dans le même sens. En France, en réunion, il se passe des choses, et après la réunion, dans les couloirs, il s'en passe d'autres qui peuvent remodifier. Donc voilà, donc c'est des choses qui ont pu freiner, qui ont mis un petit peu de temps à se mettre en place. Je dirais qu'un des points importants, c'était donc déjà la gouvernance. C'était important qu'il y ait une gouvernance unique, et en fait qui quelque part pose un cadre, une structure, et qui disent voilà, c'est quand même dans ce sens-là qu'on veut aller. Et ensuite, de mettre en place des équipes et des personnes qui ont un esprit d'ouverture. Là, il y avait une opposition en fait entre l'intérêt général du groupe et puis l'intérêt national en fait, avec derrière des emplois, la volonté de conserver des activités, et donc qui parfois pouvaient être à l'opposition de ce qu'on voulait construire. Donc voilà, c'était important d'avoir des gens qui soient quand même d'une ouverture d'esprit et qui aient une vision en fait un peu à long terme. Après, en termes d'identité, ben voilà, comme tout, c'est un changement important, donc c'est la création d'une nouvelle identité. Donc ce qui est important, c'est de mettre les gens autour de la table, à tous les niveaux, de façon à ce qu'ils soient impliqués. Il faut vraiment se sentir acteur du changement. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, et puis qu'on donne vraiment à la transformation en fait un rôle et un sens en fait pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La communication aussi est essentielle. C'est important de communiquer envers tout le monde. Alors nous on n'était pas du tout sur le registre du volontariat. Là c'était vraiment quelque chose qui était, tout le monde devait rentrer dans ce fonctionnement. Mais je pense que après, dès qu'on est acteur de quelque chose qu'on doit construire ensemble, le construire ensemble, c'était vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Et voilà. Et donc on a eu des accompagnements. On a eu de l'accompagnement sur tous les aspects de culture, par exemple. Comment fonctionnent les Allemands, qu'est-ce qui est important pour eux, pareil pour les Espagnols. Voilà, donc les Allemands, on a appris à dire docteur, c'était important. Par exemple, le titre sur la carte de visite, c'était essentiel pour eux. Donc voilà, ça fait partie des petites choses. Donc le respect de l'autre aussi est essentiel. Donc voilà. Alors Sylvie Dilterlen, par rapport à ces notions d'identité, d'adhésion, de travail en commun, quel est le ressenti actuel dans les établissements de proximité des professionnels qui rejoignent un grand groupe, le GHT? Est-ce que ça change au quotidien les choses pour eux dans leur pratique? Est-ce qu'il y a de l'adhésion, des résistances, ou au contraire de l'indifférence? Alors au stade où on en est aujourd'hui, je veux dire que pour 90% du personnel soignant, il y a plutôt une indifférence. L'idée que c'est encore une structure, comme il y en a eu tant d'autres, qui n'aura pas beaucoup d'effets directs sur leur activité professionnelle, puisqu'on n'a pas vraiment encore décliné au sein du projet médical partagé des choses très concrètes qui créeraient ni une angoisse, ni plutôt une adhésion. Alors il y a quelques exceptions. On a déjà eu, il y a eu quand même des groupes de travail par filière où des professionnels se sont rencontrés au-delà des cadres de santé, au-delà des postes d'encadrement. Au sein de la commission de soins infirmiers, il y a eu quand même beaucoup de soignants qui se sont rencontrés. Et il y a eu des effets d'intérêt, d'échange qui ont été, je crois, ressentis très positivement.
Et très rapidement, sur l'hôpital de Chalogne, il y a eu un travail plus important avec le service des urgences du CHU concernant le réadressage des patients du territoire, avec une identification beaucoup plus rapide de l'établissement, voire une identification, une découverte qu'il existait un hôpital de proximité qui faisait aussi des soins de médecine, du soin de suite et qui pouvait accueillir un certain nombre de patients. Donc déjà, cette dimension-là était positive finalement, je crois, pour tout le monde, même pour nous, directeurs, même si effectivement on ne parle pas des directeurs, mais malgré tout, on a réussi à échanger en tant qu'établissement public sur le territoire. Et à ce titre-là, c'est positif. Après, il y a plutôt une attente en disant on va bien voir ce que ça donne. Et puis le débat sur les bénéfices dont on est tous convaincus quand même sur le projet médical partagé se heurte finalement aux inquiétudes par rapport à la ressource médicale, parce que finalement, dans tous nos échanges et tous les secteurs, la ressource médicale est quand même aujourd'hui la première source de réorganisation. Hein, votre problématique venait de là. La nôtre l'est elle est dans tout le cœur de cette discussion. Donc il y a cette inquiétude-là, qui fait qu'on a du mal à croire qu'il y aura des consultations avancées dans les hôpitaux de proximité pour que la population ait accès à des consultations spécialistes. On a du mal à croire à tout ça, puisqu'on sait très bien qu'il y a une problématique de ressources médicales. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a le temps que nous passons, pour le moment, à nous mobiliser sur les fonctions support, qui nous occupe beaucoup. On a une échéance réglementaire au 1er janvier 2018 sur les achats qui, malgré tout, conditionne le fonctionnement des établissements. Donc ça veut dire que pour le moment, il faut qu'on règle ça, qui n'est pas une mince affaire, et qui peut-être jette un peu un voile sur l'intérêt final des GHT sur le projet médical, tant qu'on n'a pas... Donc on n'a pas réglé ça, et je trouve que, voilà, j'espère qu'après on réussira à mobiliser notre énergie sur les autres thématiques qui sont au cœur du projet, parce que pour le moment, je trouve qu'en tout cas, ça nous a un petit peu ralenti sur le projet médical partagé. Alors pour susciter l'adhésion, il a été question de temps, d'écoute des partenaires, mais aussi de communication. Donc vous avez... Valérie Donal insistait sur le fait que la communication en interne participe de la solidité du projet en construction. Il est vrai qu'au sein des GHT, c'est une dimension qui n'est peut-être pas suffisamment développée, la communication vers les équipes, vers les professionnels, pour expliquer ce qu'est le GHT. Alors là, c'est une question un petit peu libre. Comment est-ce que vous avez organisé la communication en interne? L'avez-vous fait? Et comment, Sylvie, vous verriez la communication vers les professionnels de tous vos sites? Voilà. Sur quels aspects il faudrait particulièrement insister pour pouvoir commencer à structurer, à mettre en marche cette adhésion? Je pense qu'il faudrait vraiment que ça passe par des éléments très concrets. Sur les personnels en interne, il faut une dimension concrète liée à l'évolution des carrières, des possibilités. Pour ceux qui seraient intéressés à changer éventuellement de lieu, pas forcément uniquement que sur les contraintes que ça peut représenter. Je pense qu'il y a des effets formation, qu'il y a les effets identité, groupement public sanitaire, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez porteur finalement. Et puis le respect, là aussi, des uns des autres, des petits, des grands, la valorisation de ce qu'on fait, même si on est un petit établissement de proximité sur un territoire. Et peut-être une ouverture quand même aux autres acteurs de santé pour que ça porte un peu plus. Mais pour le moment, je trouve que c'est compliqué à trouver. Nous, on essaye de le relier justement aux missions de l'hôpital.
commencer par rappeler ce qu'on fait dans nos hôpitaux de proximité, parce que les autres sont quand même relativement bien identifiés. Les hôpitaux publics, quand il y a des spécialistes ou une porte d'accès d'urgence, bon voilà, ils ont une autre image. Donc déjà faire connaître ce qu'on fait et rattacher ça à un groupement hospitalier public. Mais il faut absolument qu'on arrive à traduire dans les faits la facilitation d'accès au plateau technique quand on passe par une filière d'hospitalisation publique, par exemple. Du coup, c'est une aide qu'on apporte à la médecine générale, libérale. Il faut qu'on puisse développer de la prévention sur les territoires. En fait, j'ai presque l'impression qu'il faut revenir à ce qui se passait il y a très longtemps, c'est-à-dire que vraiment, on dit, on est un pôle ressources sur les territoires et on a beaucoup de choses à apporter à la population sur plusieurs thématiques. Si on reste renfermé sur nos fonctionnements très, très orientés, la communication sera vraiment pratiquement impossible. Ça, c'est pour l'externe. Et pour l'interne, les échanges de pratiques, les professionnels et une bonne identification. Et puis peut-être qu'on apprenne à communiquer un peu plus, parce qu'on est, en tout cas, je trouve que dans le public, on n'est pas très, très, très bon en com. On est assez modeste, peut-être. Peut-être ça va nous aider à développer. Enfin, moi, je prêche ça où j'ai acheté 49, mais pour le moment, je n'ai pas beaucoup de succès. Mais ça va venir. Donc, voilà. Je ne sais pas beaucoup plus sur le sujet. Oui, dans la communication, il y a l'image. Et je pense effectivement que l'esprit d'entreprise, l'appartenance à une entreprise, enfin, qui doit être peut-être vrai maintenant chez Airbus, c'est comment les générations à venir de soignants médicaux et non médicaux vont s'approprier l'image du GHT et vont glisser progressivement de l'appartenance à un établissement à l'appartenance au GHT. Et là, je reviens sur votre notion du temps. C'est comment ce GHT s'inculture en tant qu'entreprise globale et comment effectivement on pourra avoir une fierté à travailler non plus dans tel ou tel établissement, mais à travailler dans un GHT. En tout cas, bon, en complément, pour le GHT de la Vienne, comment a-t-on communiqué? Sûrement pas assez. On communique jamais assez, de toute façon, je pense, surtout sur des projets de cette envergure. En tout cas, une communication à l'extérieur par voie de presse, ça a été le cas, ça s'est fait plusieurs fois. Après, il y a eu effectivement une communication à l'échelle du GHT, alors bien sûr au travers des instances du GHT, avec les élus aussi, au travers du comité territorial des élus locaux, pour faire vivre le GHT. Et après, au niveau de chaque établissement, où là, bon, c'est une communication plus institutionnelle, on a essayé de faire passer des messages, mais aussi pour essayer de toucher le plus possible de personnes, on a essayé d'organiser des assemblées générales, aussi bien pour les médecins. Lors des réunions des cadres de l'institution, il y a eu aussi présentation de tous ces projets. Et après, vraiment, le dernier point de communication, c'est très concrètement aussi sur le terrain, au sein des équipes même, comment communiquer. Et là, bon, ça, c'est plus aussi du ressort des praticiens au quotidien. Je ne sais pas, monsieur Hervé. Après, en communication interne, je pense que les personnels en interne, on voit en pratique la mise en place de l'équipe unique. Donc la communication n'est pas forcément un besoin actuel. Après, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est justement de se mettre autour d'une table, aussi bien infirmiers, paramédicaux et surtout paramédicaux, pour retravailler sur les protocoles, pour essayer de voir ce que les autres font et essayer de trouver une façon de travailler ensemble qui soit... voilà. L'idée, c'est vraiment essayer que chacun vienne avec son histoire et puis essayer de reconstruire une histoire ensemble. Donc, c'est pas simple, mais ça passe aussi par surtout de la rencontre et puis des échanges entre les différents sites. Donc, votre recette magique, ça a été d'associer les acteurs de terrain, au final, et j'ai envie de dire de reconnaître l'expertise de chacun, quelle que soit
son site d'exercice, aussi bien au CHU, voilà, avec le plateau technique que vous avez présenté, mais aussi valoriser l'expertise des professionnels de Loudun, de Montmorillon, de Châtellerault, en insistant sur le fait que la proximité, l'accueil de proximité et l'exercice en proximité constituent une expertise qu'il convient de valoriser pour que chaque professionnel puisse sentir qu'il a sa place dans le projet. Voilà, je me tourne vers la salle. Si vous avez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais peut-être une dernière autour de la question de la mobilité, puisque la table ronde questionne donc les parcours professionnels, fatalité ou opportunité, et je pense que dans la dimension territoriale des GHT, on a tous en tête cette question de la mobilité volontaire ou moins volontaire pour aller dans des endroits plus reculés du département. Madame Donal, est-ce que dans le groupe Airbus, il y a eu des mobilités forcées qui ont été des réussites, des professionnels qui se sont retrouvés à travailler dans d'autres pays et qui en fait ont découvert la richesse d'autres cultures? Alors oui, ça a été un des points importants de l'intégration en fait, c'était la mobilité, oui. Donc elle existait à deux niveaux. D'abord des déplacements, donc il y a eu beaucoup de déplacements pendant la dizaine de premières années, donc des vols en avion de la France vers l'Espagne, vers l'Allemagne, etc. Accompagnés également donc de personnes qui allaient travailler à l'étranger. Forcés, non, jamais. Alors peut-être à des très hauts niveaux de direction, mais là les gens étaient impliqués, donc ça s'est fait, je pense, assez naturellement. Par contre, c'est pareil, il a fallu du temps. Par exemple, l'univers de la production, comme on a des usines donc à Nantes et à Saint-Nazaire, sont des univers où l'anglais n'était pas parlé du tout facilement. Donc aller à l'étranger, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile. Aujourd'hui, c'est classique. C'est-à-dire que, voilà, 18 ans après, ça se fait de façon très, très facile. Et c'est Et les gens en sont contents, hein, mais par contre, ils partent pour 3 ans. Voilà, c'est une expérience. Ils vont 3 ans en Angleterre, ils vont 3 ans en Allemagne. Ceux qui sont les plus mobiles font le tour de l'Europe. Les autres reviennent. Voilà, ils emmènent femmes et enfants. Il y a des conditions de mobilité, bien sûr, qui sont accompagnées, qui permettent de faciliter ça. Et sinon, en parallèle, ce qui a aussi été développé, parce qu'il y a beaucoup moins de déplacements professionnels qu'il y a pu en avoir, je pense, dans les premières années, c'est tous les outils en fait, de communication qui permettent de dialoguer à distance. Donc la visioconférence, par exemple, mais également maintenant, de plus en plus, tout ce qui est téléconférence, donc, où les gens, de temps en temps, se voient physiquement, donc ils se sont rencontrés, ils se connaissent, et donc après, ils sont capables de communiquer uniquement par téléphone et en travaillant en partageant en fait, des écrans communs de travail et d'appui, quoi. Donc je pense que tout ce qui est outils de support, c'est quelque chose de vraiment important. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que nous n'aurons pas besoin de prendre l'avion au sein des GHT, mais peut-être effectivement pourrons-nous développer facilement les outils numériques. Voilà. La prochaine étape.